Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Professeur Petit Chat. Aujourd'hui, nous allons apprendre les bases du PHP. Le PHP est un langage serveur, par opposition au HTML et au JavaScript qui sont des langages clients. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous allez sur une page web avec votre navigateur, la plupart du temps, les pages HTML que vous demandez n'ont pas encore été créées. Le principe général est que vous allez envoyer une requête au serveur. Le serveur va alors démarrer un script, PHP ou autre, et en fonction de ce que vous avez saisi préalablement et en fonction des informations de sa base de données, le PHP va générer du code HTML. Celui-ci sera alors renvoyé au client, et après, c'est votre navigateur qui va interpréter ça en quelque chose de visible par l'utilisateur. Voici un exemple de fichier PHP. Nous avons un fichier HTML tout à fait normal que nous avons renommé un fichier .php. Au milieu, nous avons mis une balise inférieure .PHP qui se ferme ici. Notez bien que pour l'ouverture, il n'y a pas de supérieur et pour la fermeture, il n'y a pas de inférieur PHP. Entre ces deux parties, nous pouvons mettre le code PHP. Ce fichier PHP va générer du code HTML qui est après envoyé au navigateur et le navigateur interprète ça en quelque chose de visible. Une fois que la page est envoyée, le PHP a fini son job et ne peut plus intervenir tant que l'utilisateur n'a pas rechargé une nouvelle page. Sauf éventuellement si on utilise ce qui s'appelle Ajax, mais on verra ça bien plus tard. Si on ouvre directement le fichier PHP avec le navigateur, ça ne va pas marcher. Suivant le navigateur que vous utilisez, ça va vous donner quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça. Pour que ça fonctionne, il vous faut un logiciel serveur tel que Apache, Nginx ou IIS avec l'interpréteur PHP qui va avec. Au moment du développement, soit vous installez un de ces logiciels sur votre ordinateur, soit vous développez directement sur un serveur. Quand vous mettez en production, dans tous les cas, il faudra mettre vos fichiers sur un serveur. Si vous voulez développer en local sur votre ordinateur, je vous conseille Xampp. C'est une distribution d'Apache qui contient PHP et MySQL, rapide à installer et qui est disponible en version portable, c'est-à-dire qui peut être mis sur une clé USB et lancé sans installation. Une fois installé, vous avez un panneau de contrôle qui vous permet de lancer les deux services qui sont en général nécessaires, à savoir Apache et MySQL. Vous devez aller ensuite dans le dossier d'installation de Xampp et dans le sous-dossier htdocs, qui sera l'endroit où vous mettrez tous les fichiers de votre site. Vous pouvez supprimer tous les fichiers déjà présents et mettre après vos propres fichiers PHP. Sur votre navigateur, vous accéderez à ces fichiers en tapant localhost / le nom du fichier .php. En l'occurrence, comme le fichier s'appelle index, il n'y a pas besoin de taper le nom de fichier, il sera ouvert par défaut. Localhost signifie qu'on va chercher sur l'adresse IP locale, c'est-à-dire votre propre ordinateur. Mais ça signifie qu'on passe par le service Apache, et donc l'interpréteur PHP. Nous avons vu comment développer en local, mais vous pouvez aussi travailler directement sur un serveur. Dans tous les cas, vous en aurez besoin le jour où vous mettez votre site en production. Si vous utilisez Visual Studio Code, vous pouvez installer le plugin SFTP en allant dans l'onglet Extensions ici. Vous tapez alors SFTP dans la barre de recherche et vous installez SFTP par Liximono. Ça vous permettra d'éditer directement vos fichiers sur le serveur sans avoir à les transférer à chaque fois. Une fois installé, il faut lancer une commande en tapant CTRL-SHIFT-P ou F1. Vous tapez alors SFTP config et vous accéderez à la page de configuration du SFTP. Vous remplissez alors par l'adresse FTP le login et le mot de passe qui vous sont donnés par votre hébergeur. Une fois que c'est fait, à chaque fois que vous éditez un fichier, il sera transmis en FTP. Vous pourrez l'ouvrir en passant par Chrome et en tapant l'URL de votre site. Maintenant que nous avons vu comment faire fonctionner du code PHP, on va voir le code à proprement parler. La première commande à connaître est la commande echo, qui vous permet non pas d'écrire du texte pour l'utilisateur final, mais qui permet d'écrire du code HTML. Et donc si vous mettez des balises dans le echo, elles seront interprétées par le navigateur. Vous noterez que les instructions en PHP doivent se terminer par un point-virgule, comme dans beaucoup d'autres langages de programmation. Toutes les variables en PHP commencent par un $. Vous pouvez mettre à l'intérieur des chaînes de caractères, des entiers, des nombres à virgule ou des booléens sans avoir à déclarer explicitement les variables.
Vous pouvez écrire le contenu d'une variable directement dans un echo comme ceci. Si vous voulez mélanger du texte avec des variables, nous pouvons utiliser cette syntaxe. Nous fermons les guillemets, nous mettons un point pour faire une concaténation, puis nous mettons la variable et un autre point, et on ouvre les guillemets pour continuer le texte. C'est un peu lourd comme syntaxe. Il y a une autre solution qui est de mettre directement les variables dans une chaîne de caractères comme ceci. Bien souvent, on utilise le PHP pour mélanger du code HTML fixe avec des variables, donc autant vous dire que nous allons utiliser cette syntaxe tout le temps. Vous pouvez remplacer les guillemets par des apostrophes pour délimiter une chaîne, mais attention, si vous mettez des variables à l'intérieur, ça laissera le nom de variable sans remplacer par son contenu. Pour créer un tableau d'éléments, on utilise la fonction array de cette manière. Vous pouvez mélanger n'importe quel type de variable dans un tableau. Par exemple ici, j'ai mis une chaîne de caractères et un nombre. Nous pouvons même mettre un autre array à l'intérieur, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on va faire des tableaux en 2 dimensions, comme ici. Pour accéder aux éléments du tableau, on utilise les crochets. Notez que les indices en PHP commencent à 0, donc si vous avez 5 éléments dans votre tableau, les indices iront de 0 à 4. Pour les tableaux double entrée, on utilise les doubles crochets de cette manière. Vous pouvez mettre des tableaux directement dans une chaîne de caractères, ça remplacera par les valeurs. Ça ne marche pas par contre pour les tableaux double entrée. Dans ce cas, vous pouvez utiliser les accolades autour des variables comme ceci. Nous allons souvent utiliser ces accolades dans des chaînes de caractères dès que le nom des variables devienne un peu plus ambigu. Une commande à connaître absolument, même si ça sert uniquement pour le débugage, c'est la commande printer qui affiche la totalité du contenu du tableau. Une particularité du PHP est que nous pouvons faire ce qui s'appelle des tableaux associatifs, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des index, nous allons utiliser des clés qui sont des chaînes de caractères. On utilise un égal supérieur pour séparer la clé de la valeur. Cette ligne de code revient à écrire ceci. On accède aux éléments toujours en mettant des crochets, mais cette fois-ci, nous mettons des apostrophes autour de la clé. Idem lorsqu'on y accède en lecture. Par contre, lorsqu'on met un tableau associatif dans une chaîne de caractères délimitée par des guillemets, il faut impérativement enlever ces apostrophes. Néanmoins, si on met entre accolades, il faut les remettre. C'est un peu compliqué, mais finalement, c'est pratique. Pour faire un if, la syntaxe est la même que dans beaucoup de langages tels que le C ou le Java. La condition doit être entre parenthèses et les instructions doivent être entre accolades. Dans cet exemple, il n'y a qu'une seule instruction, donc les accolades sont facultatives, mais si vous en aviez au moins 2, vous seriez obligé de les remettre. Notez ici que pour tester l'égalité, on utilise le double égal, le simple égal étant réservé pour les affectations de variables. Nous pouvons utiliser ces différents opérateurs de comparaison. Notez par exemple que pour tester si 2 éléments sont différents, on utilise point d'exclamation égal. Je vous mets aussi les opérateurs logiques. Le nom se note avec un point d'exclamation, le et se note avec un double symbole et enfin le ou se note avec une double barre verticale qu'on obtient en faisant Alt+Gr6 sur le clavier. Un exemple, si on veut tester que la note est 20 et que la variable booléenne a triché vaut false, on écrit ceci. Vous pouvez faire un else pour dire ce qu'on doit faire si la condition n'était pas vraie, et vous pouvez faire un sinon si avec la commande elsif. Voici maintenant la syntaxe pour faire une boucle for. Cet exemple va dire pour i variant de 0 à 9, on écrit ligne i. Dans la parenthèse, on doit mettre 3 instructions séparées par des points-virgules. La première est l'instruction d'initialisation qui est exécutée une fois avant la boucle. La deuxième est la condition de continuité. Tant que cette condition est vraie, on continue. Enfin, la troisième est l'instruction d'incrémentation qui est exécutée après chaque itération de la boucle. L'instruction $i++ ici, ça veut dire qu'on ajoute 1 à i. C'est la même chose que d'écrire $i égale $i+1. Il y a d'autres expressions raccourcies du même genre, par exemple $i- signifie $i égale $i-1 et $i+ égale 2 signifie $i égale $i+2. Voici maintenant la syntaxe pour faire une boucle while. Ici, ça fait la même chose que la boucle for précédente. On initialise i à 0 et tant que i est inférieur à 10, on exécute les instructions données. Une alternative est de faire un do-while avec cette syntaxe. À la différence du while, si la condition est fausse dès le début, le do-while va quand même exécuter une fois la boucle. Notez bien qu'avec le do-while, il faut mettre un point-virgule à la fin.
Lorsque l'on doit parcourir tous les éléments d'un tableau dans une boucle, vous avez la commande for-each. Ici, on précise le nom du tableau et ici, une variable qui vaudra successivement les différentes valeurs du tableau. Pour les tableaux associatifs, vous pouvez obtenir la clé de chaque élément en ajoutant une variable pour la clé à cet endroit. Dans cet exemple, à chaque itération, on écrit le prénom qui correspond à la clé et l'âge qui correspond à la valeur. Nous allons voir maintenant une astuce assez contre-intuitive. Imaginons que vous voulez générer le code HTML suivant qui servira à créer des menus sur votre site. Vous disposez d'un tableau PHP qui contient les textes de chaque menu ainsi que les adresses des pages correspondantes. Que faudrait-il écrire en PHP pour générer le code HTML à partir du tableau? Une première manière de faire serait d'écrire ceci. On met un écho pour la balise UL qui est en dehors de la boucle et on fait une boucle pour chaque élément du menu en mettant des échos devant les lignes HTML. Vous remarquez ici que nous avons dû remplacer les guillemets par un anti-slash guillemets. C'est ce qu'on appelle un caractère d'échappement. C'est pour dire que ce guillemet ne correspond pas à la fermeture de celui-là, mais bien au caractère guillemet. Globalement, on voit que ce code est un peu long à écrire et il est difficile à lire. La première chose que nous pouvons faire pour alléger le code, c'est de sortir la balise UL du code PHP. Nous allons ensuite utiliser une astuce assez contre-intuitive qui est de sortir du PHP au milieu de la boucle for. D'une certaine manière, nous pouvons considérer que fermer le PHP est à peu près équivalent à mettre un écho comme ceci. Par contre, comme on est sorti de la balise PHP, nous n'avons plus accès aux variables. Pour écrire une variable, il faudra donc réouvrir temporairement la balise PHP. Vous remarquez d'ailleurs que j'ai ouvert ma balise PHP à l'intérieur d'un guillemet HTML et que ça ne pose aucun problème. Il existe un raccourci pour écrire une variable PHP dans le code HTML. Ça consiste à écrire inférieur point d'interrogation égale le nom de la variable comme ceci. C'est équivalent à mettre le écho comme vu précédemment et c'est plus rapide à écrire. Nous utiliserons très souvent cette alternance PHP-HTML. Dans cet exemple, la solution de mettre les échos reste possible, mais dans la pratique, si on n'utilisait pas cette technique, on aurait du code avec des échos partout et ça serait assez illisible. Comme dans tous les langages de programmation, nous pouvons faire des fonctions. Pour déclarer une fonction, on écrit function, nom de la fonction et des parenthèses. Les instructions sont mises entre des accolades. Pour faire appel à la fonction, nous tapons juste le nom de la fonction avec les parenthèses. Nous pouvons rajouter des arguments d'entrée dans la parenthèse et donc ici ça écrira « Bonjour Patrick ». Pour retourner une valeur de sortie, on utilisera « return ». Ici, je vous ai mis un exemple de fonction qui calcule le volume d'un cône en fonction du rayon et de la hauteur. Nous pouvons préciser des valeurs par défaut des arguments, et comme on voit ici, ça permet de mettre un ou deux paramètres au choix en entrée de la fonction. Vous pouvez avoir besoin de faire une fonction qui modifie une variable. Dans cet exemple, on veut faire une fonction qui ajoute 5. Si on écrit ça, ça ne va pas marcher. Ça va renvoyer 2, la valeur non modifiée. En effet, c'est seulement la valeur du paramètre qui est passée en argument et non le paramètre en lui-même. Pour que la modification soit prise en compte, il faut faire ce qui s'appelle un passage par référence, et donc ajouter un symbole « et » devant le paramètre. Ici, le paramètre sera bien modifié dans la fonction, et quand on fait notre écho, on a bien la valeur 7. Si vous voulez faire une fonction qui a plusieurs sorties, on est obligé d'utiliser le passage par référence, parce que si on utilise le return, on ne peut retourner qu'un seul paramètre. En général, plusieurs pages de votre site sont susceptibles d'appeler les mêmes fonctions. Un exemple, vous pouvez faire une fonction TheHead qui écrit le code HTML de l'entête de votre site. Nous en avons donc besoin sur toutes les pages. Nous n'allons pas copier-coller 50 fois la même fonction dans toutes les pages. Au lieu de ça, nous pouvons faire un fichier avec les fonctions, nommé par exemple fonction.php, et nous pourrons l'inclure dans toutes les pages du site à l'aide de la commande include, comme vous voyez ici. Quand vous commencez à écrire beaucoup de code PHP, il est indispensable de bien commenter son code pour s'y retrouver. Pour faire un commentaire, soit on utilise le // devant la ligne, soit on met un /étoile pour ouvrir le commentaire et un étoile/ pour le fermer. Une bonne pratique est en général de mettre un commentaire pour chaque fonction, et nous mettrons souvent une ligne d'étoile pour bien voir dans le code le début des fonctions.
Voyons maintenant comment faire passer des paramètres entre les différentes pages d'un site pour un utilisateur donné. Un premier moyen simple de faire passer des paramètres à une page web, c'est d'utiliser l'adresse URL. Dans ma barre d'adresse, je vais écrire par exemple ceci, et je vais ainsi créer deux paramètres nom et âge qui valent respectivement Tom et 42. Dans mon fichier test.php, je vais avoir accès à une variable $-get qui est un tableau associatif composé des arguments passés dans l'URL. Ainsi, $-get nom vaudra Tom. $-get est un tableau associatif, donc nous pouvons utiliser la syntaxe que nous avons vue tout à l'heure pour écrire une chaîne sans mettre les apostrophes autour de la clé. L'objectif de tout ça est de faire des liens hypertextes vers un même fichier PHP, mais suivant les paramètres que l'on passe, l'affichage sera différent. Par exemple, si je clique sur le premier lien, j'arrive sur cette page, et si je clique sur le deuxième lien, j'arrive sur cette page. Un exemple sur un site que vous connaissez, YouTube. Vous voyez dans la barre d'adresse qu'un premier paramètre V est donné pour dire quelle vidéo on regarde, et on peut ajouter un deuxième paramètre T pour dire à quel instant on veut placer la vidéo. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment créer des formulaires en HTML. Nous allons maintenant voir comment récupérer ces données en PHP. Prenons ce formulaire tout simple qui demande à l'utilisateur son nom et son prénom. Dans le navigateur, ça donne ceci. Étudions cet exemple. Nous devons préciser l'attribut action dans la balise forme qui correspond à la page PHP qui doit recevoir et traiter le formulaire. Nous devons également mettre un bouton de type Submit à l'intérieur du formulaire. Lorsqu'on appuie dessus, il va envoyer tous les champs de la balise forme à l'adresse précisée dans l'attribut action. Nous devons ensuite régler l'attribut name de tous les inputs de votre formulaire. Après que l'utilisateur a saisi les champs et appuyé sur Envoyer, les données sont transmises à cible.php. Dans cible.php, il pourra utiliser le tableau associatif $-post pour récupérer les valeurs. Notez que nous utilisons la méthode post pour envoyer notre formulaire. Par conséquent, nous récupérons les données par la variable $-post. Nous pouvions aussi bien mettre get dans le formulaire et dans le PHP. La différence est que si vous mettez get, l'utilisateur voit dans sa barre d'adresse les champs qui sont passés. En général, on utilise plutôt post, sauf pour débugger. Il y a un certain nombre d'informations qu'on a besoin de sauvegarder sur l'utilisateur pendant toute la durée de sa connexion et éventuellement après. Pour les sauvegarder, nous pouvons utiliser les cookies. Vous en avez obligatoirement entendu parler, vous avez un message d'avertissement qui est devenu obligatoire sur tous les sites qui utilisent les cookies. Un cookie est un petit fichier stocké par le navigateur qui contient une donnée sur l'utilisateur relatif à un site web. En général, on les utilise pour sauvegarder que l'utilisateur est logué, et si oui, quel est son identifiant, son nom et éventuellement certaines préférences. À chaque fois qu'une page du site sera chargée, le cookie sera renvoyé au serveur qui pourra alors récupérer la donnée. Voyons comment ça marche. On utilise la fonction setCookie pour envoyer le cookie. Le premier paramètre correspond au nom du cookie, le deuxième la valeur qui doit être sauvegardée, et le troisième la date d'expiration. La date d'expiration est mise sous forme de timestamp, c'est-à-dire le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970. La fonction time renvoie le timestamp actuel, donc si on ajoute 24 fois 3600 secondes, ça fait une journée. Ça voudra dire que le cookie expirera donc dans un jour. Une fois envoyé, dans n'importe quelle page du site, nous pourrons récupérer sa valeur grâce au tableau associatif $-cookie. La clé ici correspond au nom du cookie ici. Nous avons vu les principes fondamentaux du PHP. On va voir maintenant quelques fonctions qu'on utilise de manière courante. Il y en a des tas d'autres, ça ne sert à rien de les connaître par cœur, mais il faudra juste savoir les chercher dans la doc le jour où vous en aurez besoin. Pour ça, je vous recommande deux sites. D'abord, et comme d'habitude, le site w3schools.com qui est le mieux fait d'un point de vue pédagogique. Il y a également le site php.net qui est même traduit en français et de manière générale qui est plus complet. Nous allons commencer par les chaînes de caractères ou string en anglais. Vous pouvez donc accéder aux différents caractères d'un string en utilisant les crochets comme si c'était un tableau. Les index commencent à 0. Vous avez après la fonction strlen qui vous donne le nombre de caractères de la chaîne.
Pour faire une concaténation, comme on a vu précédemment, on utilise l'opérateur point. Vous pouvez extraire une sous-chaîne grâce à la commande substr. Ici, en mettant un seul paramètre, vous extrayez du caractère 6 jusqu'à la fin. Et ici, en mettant deux paramètres, vous extrayez la sous-chaîne commençant au caractère 6 de longueur 2. Voyons maintenant la fonction HTML special chars qu'il est impératif de connaître. Vous voulez écrire à l'utilisateur ce texte. Vous faites donc un echo en PHP, mais le echo écrit du code HTML qui va être après interprété par le navigateur et l'utilisateur verra donc ceci. Ça ne correspond pas à ce que vous voulez. Il faut utiliser HTML special chars pour remplacer les caractères de la chaîne par les caractères d'échappement HTML et ainsi l'utilisateur verra bien le bon texte. Pourquoi c'est important de savoir ça? C'est parce que quand vous faites un input en HTML, vous avez toujours des utilisateurs mal intentionnés, souvent des robots, qui vont vouloir insérer du code malveillant à la place de ce qui est demandé. Quand vous ferez un écho de ce champ pour un autre utilisateur, vous allez exécuter ce code malveillant. Il va soit afficher du code HTML qui ne devrait pas, soit exécuter un script qui va par exemple espionner l'utilisateur. Si vous mettez HTML special chars, le code malveillant ne sera pas exécuté, il n'y aura pas de problème de sécurité. De manière un peu similaire, nous pouvons avoir des problèmes avec les URL. Imaginons que nous avons la variable var suivante et qu'on veut la faire passer dans un lien hypertexte en HTML. Si on met la variable telle qu'elle, ça ne passera pas à cause de certains caractères qui vont être interprétés. Il faut utiliser la fonction URLEncode pour convertir les caractères spéciaux. Dans la page PHP, si on met un écho du paramètre récupéré dans le get, vous allez bien afficher la bonne variable. Voyons maintenant quelques fonctions utiles sur les tableaux. Vous pouvez faire un count pour compter le nombre d'éléments. Pour tester si une clé existe, nous aurons la fonction isSet qui sera notamment très utile pour tester les tableaux $get, $post et $cookie. Pour supprimer un élément du tableau, nous pouvons utiliser la fonction unset. Pour ajouter un élément à la fin, vous avez la fonction awayPush. Et enfin, vous avez la fonction sort pour trier les éléments du tableau. Encore une fois, il y a tout un tas d'autres fonctions que je n'ai pas décrites, mais vous pouvez aller voir la doc pour les trouver. Voyons maintenant quelques fonctions utiles pour manipuler les dates. Nous avons vu tout à l'heure la fonction time qui sort le timestamp, c'est-à-dire le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. L'avantage du timestamp est qu'il vous permet très facilement de comparer deux dates pour calculer la durée entre les deux. Si vous aviez des dates en jours, mois, années, ça serait très compliqué parce que tous les mois ne font pas le même nombre de jours, et notamment avec les années bissextiles. Vous pourrez très facilement convertir un timestamp en une date lisible par l'utilisateur en utilisant la fonction date. Les caractères que vous mettrez ici définissent le format de date que vous voulez afficher. Vous pouvez faire l'opération inverse grâce à la fonction mktime qui vous sort un timestamp en fonction de la date et de l'heure. Nous avions vu dans la vidéo précédente que nous pouvions faire des inputs type day qui vous sortira une valeur en année, mois, jour. Pour la convertir automatiquement en timestamp, vous pouvez utiliser la fonction str2time. Depuis la version 5 du PHP, il est possible de faire des classes. Je vous ai mis un exemple ici. Les classes sont des structures qui contiennent des variables ainsi que des méthodes associées. Nous avons fait une classe fruit qui contient les variables name et color et elle contient aussi la méthode displayColor qui affichera la couleur du fruit. Une fois la classe déclarée, nous pouvons créer un ou plusieurs objets qui seront de cette classe. Nous pouvons accéder aux différentes variables et aux différentes méthodes de la classe avec cette syntaxe. À l'intérieur de la classe, nous accéderons à l'objet même à l'aide de la variable this. Au moment de la création, en utilisant le new ici, nous faisons appel au constructeur de la classe ici, qui va initialiser les paramètres et les variables de la classe. Nous avons ici une fonction appelée destructeur qui est lancée juste avant que l'objet soit effacé. Nous pouvons faire des classes pour beaucoup de choses. On peut faire par exemple une classe matrix qui va contenir les différentes valeurs de la matrice et qui va avoir tout un tas de fonctions telles que l'addition, la multiplication et le calcul du déterminant. Un autre exemple, nous pouvons faire une classe pour un widget particulier ou une classe pour gérer les utilisateurs.
Lorsqu'on commence à faire des classes, on entre dans ce qui s'appelle la programmation orientée objet. C'est toute une philosophie d'organisation du code avec beaucoup de choses à dire, mais ça va commencer à sortir du cadre de ce cours. Même si vous n'êtes pas très familiarisé avec la programmation orientée objet, n'hésitez pas quand même à faire quelques petites classes de temps en temps, ça éclaircira votre code et ça vous facilitera la vie. Il existe une classe standard vide appelée stdclass. Nous pouvons l'utiliser pour faire des équivalents de structures dans d'autres langages. Nous pouvons lui ajouter des variables librement de cette manière. Une autre façon assez concise de créer un objet du type stdclass, c'est de créer un tableau associatif et de le convertir en utilisant ce qui s'appelle un cast en objet. Comme pour les tableaux associatifs, nous pouvons parcourir les différents éléments à l'aide d'une boucle for each. Nous pouvons aussi utiliser printer pour afficher directement tout le tableau, ce qui est utile pour débugger. Il n'y a pas de fonction prédéfinie pour convertir un objet stdclass en tableau associatif, mais nous pouvons le faire par cette ligne de commande. Le JSON utilisé ici est un système qui permet de convertir les tableaux PHP en des tableaux JavaScript utilisables par le navigateur. C'est terminé pour ce chapitre sur le PHP. Nous avons vu le plus important de ce qu'il faut savoir, mais il y a encore des centaines de fonctions et il faudra bien apprendre à utiliser l'aide pour les retrouver. Vous avez un petit questionnaire en description pour tester ce que vous avez retenu. Je vous ai mis aussi un sujet de TP que vous pouvez faire pour vous entraîner, qui vous fera avancer sur le projet fil rouge de cette série de vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à laisser un commentaire. J'ai mis aussi dans la description un lien vers ma page Utip si vous voulez faire un don. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur la chaîne de Professeur Petit Chat.